On va démarrer du coup tranquillement. Bonjour à tous, du coup moi je suis Manon Caudron, je suis pharmacien junior hygiéniste au CEPIAS des Hauts-de-France et je suis ravie de vous accueillir pour ce second café prévention qui sera dédié aux résultats de l'enquête nationale de prévalence des infections associées aux soins et des traitements anti-infectieux en EHPAD. Je suis accompagnée du coup d'autres membres de notre équipe, dont Catherine Demailly, du coup qui est praticien hygiéniste au CEPIAS Hauts-de-France, et de Pierre Parou, qui est notre biostatisticien. On va consacrer du coup 1 heure ensemble pour voir les résultats préliminaires de l'enquête nationale de prévalence de 2024, en essayant de comparer du coup les résultats régionaux et nationaux, sachant que le rapport définitif sera disponible plutôt pour la fin de l'année. Donc, concernant les consignes du webinaire, on vous laisse poser toutes vos questions au niveau de l'onglet conversation, et on reviendra sur les questions à la fin du webinaire. Sachez que, comme d'habitude, le replay sera disponible sur notre chaîne YouTube et sur notre site internet, que je rappellerai à la fin si vous en avez besoin. On va également vous mettre à disposition sur notre site la synthèse des résultats régionaux, ainsi que l'infographie du coup qui a été proposée par la mission Primo de ces résultats. Donc, pour rappeler le contexte et tout l'historique de pourquoi l'ENP, vous savez que les collectivités favorisent la transmission de certaines pathologies infectieuses et qu'on a une certaine vulnérabilité du public qui est accueilli dans les établissements médico-sociaux, avec un certain degré de dépendance associé, une charge en soins qui peut être élevée. Donc, pour surveiller en fait la survenue d'infections, on réalise ce qu'on appelle des enquêtes de prévalence. Ce sont des enquêtes qui ont lieu un jour donné, et c'est encadré par les objectifs européens de l'ECDC. Donc là, PrevIAS, du coup, c'est le nom de l'ENP actuel. C'est la 3e ENP qui est réalisée en France. Le programme de lutte contre les infections associées aux soins recommande une fréquence de l'ENP tous les 5 ans, et c'est piloté par Santé publique France et notamment par le REPIA. La 2e enquête de prévalence s'appelait PrevEHPAD et a été réalisée en 2016, et donc on aime beaucoup comparer les résultats de 2024 à ceux de 2016. Cette enquête, elle est réalisée du coup dans les EHPAD avec l'appui des équipes mobiles d'hygiène, des équipes opérationnelles d'hygiène, des CEPIAS et des CRATB. Donc, l'objectif de l'enquête, c'est déjà d'avoir des indicateurs de prévalence pour savoir combien on a d'infections, combien on a de résidents qui sont traités par antibiothérapie, pour mieux cibler en fait comment renforcer la sensibilisation aux risques infectieux et au bon usage de ces molécules, mais aussi de décrire en fait les infections avec les micro-organismes et les résistances qu'on peut avoir en EHPAD, et de mettre à disposition les données en fait aux décideurs pour les politiques publiques. Donc, pour l'ENP de 2024, du coup, elle a été réalisée entre le 15 mai et le 28 juin, donc en dehors de toute épidémie saisonnière. Et la saisie des données était possible jusqu'au 15 octobre sur l'application PrevIAS, qui avait été mise en place pour réaliser cette enquête. Pour vous remettre un petit peu le contexte, puisque ça date, il y avait 2 questionnaires. Un questionnaire établissement, où on essayait d'évaluer la charge en soins, notamment avec le GMP et le PMP. Le GMP, c'est un indicateur de dépendance, et le PMP, c'est un indicateur plutôt de pathologie générale de la structure. On avait aussi des critères sur l'organisation des soins. Est-ce qu'on avait des médecins coordonnateurs, des infirmières coordinatrices, des correspondants en hygiène, etc. Si on avait ou non des unités adaptées, donc ça, c'était une nouveauté de cette année, et la consommation en solutions hydroalcooliques. Il y avait également un second questionnaire qui était plutôt individuel au niveau du résident de l'EHPAD, où on prenait un certain nombre de variables descriptives, l'âge, le sexe, et des facteurs de risque d'acquisition d'infection. Il y avait également le volet traitement anti-infectieux, avec le nom de la molécule, la voie et la durée. Et au niveau des infections associées aux soins, il y avait 23 sites infectieux, les micro-organismes et leur résistance aux antibiotiques. Donc, au niveau de l'enquête nationale, il y a un certain nombre d'EHPAD qui sont tirés au sort en fonction de certaines caractéristiques, notamment régionales et de charge en soins. Et il y a une autre catégorie d'EHPAD qui ne sont pas tirés au sort, mais l'ensemble des EHPAD
peuvent y participer et l'ensemble des EHPAD ont été inclus dans l'analyse. Il y a 2 indicateurs principaux. Du coup, c'est la prévalence des résidents qui sont infectés par au moins une infection associée aux soins actifs le jour de l'enquête, rapportée à 100 résidents, et la même chose pour le traitement par au moins un anti-infectieux ou un antibiotique le jour de l'enquête, qui est également rapporté à 100 résidents. C'est les 2 indicateurs qu'on regarde le plus. Et il y a eu du coup quelques petites nouveautés qui fait que pour comparer 2024 à 2016, on est obligé de faire quelques ajustements. Donc, au niveau des résultats, au niveau de la participation au national, on a 1332 EHPAD qui ont participé à l'enquête sur 7300 EHPAD environ en France. 44 n'ont pas correctement appliqué le protocole de l'enquête, donc ils ont dû être exclus et on a un total du coup de 1288 EHPAD qui ont été inclus. Ça représente 102 166 résidents sur les plus de 600 000 personnes qui sont hébergées dans des EHPAD en France. Donc, on a quand même une bonne représentativité. Et le taux de participation des EHPAD qui ont été tirés au sort est similaire à 2016. On avait à peu près 51% de ces EHPAD-là qui ont participé. Et les EHPAD qui sont tirés au sort ont une participation qui est quand même importante puisque c'est par là qu'on essaye de construire la solidité de l'enquête. Au niveau de notre région, nous, on a inclus 105 EHPAD sur les plus de 500 EHPAD dans la région et on en était à un total de 8 536 résidents inclus. Donc, vous voyez à gauche la carte de participation en pourcentage de résidents qui ont été inclus et on fait partie de la tranche moyenne de participation au niveau national. Au niveau des résultats, dans les EHPAD des Hauts-de-France, quand on regarde la présence des médecins coordonnateurs, on est à 81,2 contre 80 au niveau national. Donc, on est plutôt bien doté en médecins coordonnateurs. On a une infirmière coordinatrice dans 77 voire 78 des EHPAD de Hauts-de-France. Là, on est un petit peu en dessous du coup de la proportion au niveau national qui est de 87 Au niveau des correspondants en hygiène, par contre, on est un peu meilleur. On est à 91,2 contre 80,53 au niveau national. Donc, on a quand même globalement, à part des lacunes sur les IDEC, on est plutôt bien doté. Au niveau de l'accès expertise en hygiène, on est à 95,2 dans les Hauts-de-France par rapport à 94,7 au niveau national, ce qui est plutôt similaire. Au niveau d'un accès référent antibiothérapie, on est meilleur puisqu'on est à 78,03 contre 62,41 au national. Et on a une procédure de réévaluation des antibiotiques prescrits dans 61,63 des établissements, ce qui est meilleur qu'au niveau national où on frôle les 50 Au niveau de la consommation de chats en litres, on est à 182 litres par an contre 180 au niveau national. Et quand on ramène en nombre de frictions réalisées par résident par jour et par EHPAD, on est à 2,99, ce qui est un peu mieux qu'au niveau national à 2,4, sachant que Primo, au niveau national, retrouvait 1,59 en 2023. Mais on reste quand même en dessous de la cible de 4 frictions par résident par jour et par EHPAD, qui est notre cible nationale. Donc on a encore de quoi s'améliorer. Je rappelle pour ceux qui ne feraient pas partie des équipes de prévention du risque infectieux, qu'il existe des outils pour vous aider. Notamment, il y a les outils PRUMS qui vous permettent de faire des autodiagnostics en termes d'hygiène des mains. Il y a des vidéos de communication qui ont été faites, réalisées par la mission nationale Matisse qui sont très sympas. Vous avez aussi des quick audits, notamment le Pulp Friction, que vous pouvez facilement mettre en place, même si ça demande une prise en main. Vous avez le projet Opportunity qui a été conduit où les résultats ont été restitués au cours d'un webinaire de présentation qu'on va mettre en ligne sur notre site internet. Et vous avez la campagne Primo de surveillance de la consommation des produits hydroalcooliques qui a été clôturée le 31 mai. Les résultats vont paraître au dernier trimestre 2025
Et l'interne qui était au sein de notre équipe a réalisé son mémoire de DU sur le sujet et il va présenter du coup l'évolution de la consommation dans notre région lors de notre journée régionale qui a lieu le 18 novembre 2025. Concernant les résidents, quand on regarde le GMP et le PMP, au niveau du GMP, du coup, qui reflète le score de dépendance des résidents, plus il est faible, plus les résidents sont dépendants. Et donc du coup, nous, on a un score de GMP qui est légèrement supérieur à la moyenne nationale, sans avoir fait de tests statistiques comparatifs. Mais le GMP, lorsqu'il varie un petit peu, ça montre une augmentation significative de la dépendance. Après le PMP, on est similaire à ce qui est retrouvé en national. Et quand on regarde au niveau des caractéristiques des résidents, on voit qu'au niveau des Hauts-de-France, on accueille un peu moins de résidents de 85 ans et plus, pardon. Au niveau de la troisième ligne, on est ici à 59%, alors qu'on est plutôt autour de 67% au national. Pour le reste, c'est plutôt comparable. On a un niveau d'incontinence chez les résidents qui est autour de 67%. La question de la mobilité et du déplacement, on tourne autour de 45%. On a 30% d'hommes et 70% de femmes. On a 12% des résidents qui sont hospitalisés dans les 3 mois précédant l'enquête, 6% d'escarres, ce qui se rapproche des chiffres nationaux, et on a 4% des résidents qui ont au moins un cathéter vasculaire. 2% qui sont porteurs de sondes urinaires. Donc finalement, les dispositifs invasifs, c'est semblable à ce qui était retrouvé en 2016. On n'a pas beaucoup d'exposition aux dispositifs invasifs, que ce soit les cathéters ou que ce soit les sondes. Au niveau des cathéters, on retrouve principalement des cathéters veineux périphériques, des cathéters sous-cutanés, avec une toute petite proportion de cathéters veineux périphériques de midline ou de pic. Mais la plupart des cathéters qui sont retrouvés chez les résidents sont bien évidemment des cathéters sous-cutanés. Sur nos 8536 résidents inclus, ça représente 349 résidents. Donc, au niveau de la répartition par classe d'âge, si on regarde au niveau des Hauts-de-France ou au niveau national, la courbe de répartition est quand même à peu près similaire entre ce qu'on retrouve dans les Hauts-de-France et ce qu'on retrouve au niveau national, même si au global, on a quand même moins de sujets de 85 ans en termes de nombre absolu. Dans le vif du sujet, quand on regarde du coup la prévalence des résidents infectés en 2024, au niveau national, on est à 2,35% de résidents infectés. Quand on regarde du coup les chiffres dans les Hauts-de-France, nous, on est à 1,98%. Si on compare par rapport à 2016, on était à 2,93% au niveau national et à 2,8% au niveau des Hauts-de-France. Toutefois, attention à l'interprétation puisque l'ENP de 2024 considérait un peu plus d'infections associées aux soins que celle de 2016. Au niveau de la prévalence en soi des infections, on est à 2,41% au niveau national et à 2,01% au niveau des Hauts-de-France. Et on était à 3,04% au niveau national en 2016 et on était à 2,8% au niveau des Hauts-de-France. Donc, même si l'enquête de prévalence de 2024 compte plus d'infections recueille plus d'infections que celle de 2016, on a quand même une diminution des infections entre 2016 et 2024, sachant qu'au niveau du ratio infection par rapport à résidents infectés, on est à 1,03 pour le national et à 1,02 pour les Hauts-de-France. La différence entre les résidents infectés et les infections, c'est que un résident peut faire plusieurs infections en même temps. C'est pour ça qu'on calcule ce petit ratio. Donc, si on regarde au niveau national comme au niveau régional, entre 2016 et entre 2020 et 2024, on a quand même une diminution de la prévalence des résidents infectés et des infections, et donc que ce soit au niveau national ou régional.
Donc ça, c'est la carte du coup au niveau de la France. Vous retrouvez du coup notre 1,98% au niveau des Hauts-de-France. Et si vous regardez bien la petite échelle, on fait partie de la moyenne basse en termes de prévalence, sachant que la Bretagne et les régions qui sont plus foncées ont une prévalence qui est nettement supérieure, pouvant aller jusqu'à 3,89%. Sachant qu'au national, du coup, on est à 2,35%. Donc, on est en deçà quand même de la proportion moyenne nationale. Si jamais on exclut les infections associées aux soins qui n'étaient pas ciblées par l'enquête de 2016, on tombe même à 1,78% dans les Hauts-de-France contre 2,93% au national en 2016. Donc, on fait plutôt partie des bons élèves, mais des moyens bons élèves quand on regarde la cartographie de la France. Sont rappelées ici les infections associées aux soins qui n'étaient pas ciblées en 2016. C'est-à-dire qu'en 2016, il n'y avait pas les gastroentérites, il n'y avait pas le Covid-19, il n'y avait pas toutes les infections ORL. Tout ce qui était zona ou herpès simplex n'était pas retenu, tout comme les infections fongiques, les bactériémies et les fièvres inexpliquées, ce qui représente quand même un nombre non négligeable d'infections associées aux soins qui ont été comptabilisés dans l'enquête de prévalence de 2024, mais qui n'étaient pas en 2016. Quand on regarde du coup au niveau de nos résidents infectés et de la prévalence des infections, si on regarde un petit peu par type d'unité, quand on regarde les unités qui sont non adaptées, on est à une prévalence de 2,41% contre 1,96% dans les unités adaptées. Et au niveau de la prévalence des infections, on est à 2,47% dans les unités non adaptées contre 2% dans les unités qui sont adaptées. Ça veut dire que globalement, on a quand même une prévalence des infections qui est supérieure ou une prévalence des résidents infectés qui est supérieure au sein des unités qui sont non adaptées comparativement aux unités qui sont adaptées. Dans les unités adaptées, on considère les unités de soins adaptés, les unités de grands dépendants et les unités d'hébergement renforcé. Ce qui pourrait expliquer cela, c'est qu'au niveau des unités non adaptées, on a un plus grand nombre de résidents qui sont concernés et qui participent à certaines activités, notamment qui sont organisées, davantage que dans certaines unités parfois adaptées qui sont plutôt confinées au niveau de l'EHPAD et qui fait qu'on a moins le côté collectivité. Ça reste une simple hypothèse, mais en tout cas, c'est ce qu'on va essayer de creuser. Quand on compare du coup les sites infectieux entre 2016 et 2024, c'est la slide que j'ai empruntée à Com Dagno de Santé publique France, qui a fait la restitution des résultats nationaux il y a peu. Je vous remettrai le lien, je vous ai remis le lien du replay du webinaire qui compare 2024 et 2016 au niveau national à la fin de la présentation. On voit que en 2016, du coup, les infections qui étaient le plus retrouvées, c'était les infections respiratoires, les infections urinaires, les infections urinaires, puis les infections respiratoires, suivies des infections cutanées, et que en 2024, on est plutôt sur les infections respiratoires en premier, puis les infections urinaires et les infections cutanées. Si on regarde comparativement Hauts-de-France et national en 2024, on a un petit peu la même dynamique, c'est-à-dire qu'au niveau des Hauts-de-France, on est avec les infections urinaires en premier site d'infection retrouvée, puis les infections cutanées à 25% et les infections respiratoires basses à 21%. Et finalement, c'est similaire à ce qu'on retrouve au niveau national. Sachant que dans les infections respiratoires basses, tout ce qui est Covid est mis à part. Et lorsque l'enquête a été réalisée, on voit que nous, dans les Hauts-de-France, on était beaucoup moins impactés par le Covid que au niveau national, où on retrouvait une prévalence proche de 10%, alors que nous, on était à 2%. Au niveau des infections liées au cathéter, nous, on est à 2% dans les Hauts-de-France, alors qu'on est à 0% au niveau national.
Les 4 premiers sites infectieux représentent au total 67 des infections. Et au sein des infections gastro-intestinales, on a 1,3 d'infections à Clostridioides difficile. Et au niveau des cathéters, 100 des infections associées aux cathéters étaient liées aux cathéters sous-cutanés. Au niveau de la distribution des micro-organismes, on a dans notre, dans notre podium, Escherichia coli, ce qui est un petit peu, logique, hein, puisque c'est, celui qu'on retrouve le plus souvent au niveau des infections urinaires. On a, tout un tas d'autres qui ne sont pas documentés, suivis de Proteus mirabilis et de Staphylococcus aureus. Et ces 4 micro-organismes, enfin ces 3 pardon, micro-organismes-là, Escherichia coli, Proteus mirabilis et Staphylococcus aureus, représentent 57,4 des micro-organismes qu'on retrouve. On voit que au niveau, quand on compare les Hauts-de-France avec le niveau national, on suit un petit peu la même tendance, même si on a une part d'autres qui est encore plus élevée au niveau national que chez nous. Et on a les mêmes tops, hormis Klebsiella pneumoniae qui sort un peu plus. Lorsqu'on regarde les traitements par anti-infectieux au niveau national, on retrouve 2,95 de résidents qui sont traités par un anti-infectieux, dont 2,87 d'antibiotiques. Si on regarde au niveau des anti-infectieux, parmi ces les 2,95 peuvent se décliner de la sorte. On a 2,82 sous monothérapie, 0,12 sous bithérapie et 0,01 sous 3 anti-infectieux ou plus. Ce qui nous intéresse, nous, du coup, c'est vraiment tout ce qui est antibiothérapie. Et au niveau national, on a 77,1 des antibiotiques qui sont donnés en curatif. On a 22 des antibiotiques qui sont donnés en prophylaxie et 0,9 d'antibiotiques dont l'indication est inconnue. Au niveau des Hauts-de-France, on se retrouve à 2,83 de résidents qui sont traités par anti-infectieux, dont 2,75 d'antibiotiques. Si on regarde au niveau des thérapies, on a 2,7 de monothérapie, 0,11 de bithérapie et 0,02 de 3 anti-infectieux ou plus. Donc, c'est semblable aux résultats nationaux. Au niveau des antibiotiques, on est à 86,8 d'antibiotiques curatifs, à 13,2 d'antibiotiques en prophylaxie et 0 d'indications inconnues, ce qui est plutôt, ce qui est quand même un petit peu mieux qu'au niveau national. Quand on regarde en 2016, on était à 2,76 de résidents traités au niveau national. Donc, il y a une augmentation de la prévalence des résidents qui ont été traités par antibiothérapie. En Hauts-de-France, on était à 2,4 et on est passé à 2,83. Donc, globalement, quand on regarde au niveau national comme au niveau régional, on a une augmentation de la prévalence des résidents qui sont traités par anti-infectieux. Voici la carte du coup de la prévalence des résidents qui sont traités par par antibiotiques pardon, à usage systémique. Et donc nous, dans les Hauts-de-France, on est à 2,75. C'est ce que je vous ai montré juste ici. Et au niveau national, on est à 2,87. En 2016, on était à 2,4. Donc globalement, on fait partie des élèves moyens, mais pas les pires en tout cas. Maintenant, si on s'attarde sur la réévaluation et la durée de l'antibiothérapie, lorsqu'on regarde si les antibiotiques curatifs de plus de 72 heures ont été réévalués ou non, au niveau des Hauts-de-France en 2024, on se rend compte qu'on a 16,4 des antibiotiques qui sont réévalués
au-delà des 72 heures et on a 50,3 des antibiotiques ou des antibiothérapies qui ne sont pas réalisées ou en tout cas la traçabilité est complètement absente du dossier. Et si on compare ça, avec le national, au niveau national, on retrouve également une forte proportion. Il y a plus de la moitié, des antibiotiques curatifs de plus de 72 heures, qui ne sont pas, réévalués ou alors la réévaluation ne figure pas, dans le dossier. On a, quand même, 33,3, 1 tiers des antibiotiques qui sont, réévalués et tracés, dans les 72 heures, ce qui n'est, finalement pas très loin, comparativement au niveau, national. Quand on regarde maintenant la durée de prescription, la durée prévue de traitement, au niveau des Hauts-de-France, les traitements de moins de 7 jours, les traitements de moins de 7 jours, en curatif, on est à 66,9 et en prophylaxie, on est à 26,4. Pour les antibiothérapies de plus de 7 jours, en curatif, on est à 32,7 et en prophylaxie, on est à 62,7. Donc, ce qui alerte un petit peu, c'est que des antibiotiques en prophylaxie sont mis dans 62,4 des cas pendant plus de 7 jours et quand on voit qu'ils ne sont pas toujours réévalués, ça peut, poser quand même question. Pour ce qui est, des antibiotiques curatifs, on est à 32,7 du coup qui sont prescrits pour plus de 7 jours. Quand on regarde du coup au niveau national, au niveau des antibiotiques en prophylaxie, on est à 39,2 qui sont mis pour plus de 7 jours, alors que nous, on est à 62,4 et au niveau, des antibiotiques curatifs, plus de 7 jours, on est à 34. Donc attention, au niveau de notre région, on a tendance à utiliser peut-être moins d'antibiotiques en prophylaxie, mais pour le coup, on a tendance à les laisser beaucoup plus longtemps, plus de 7 jours, pour, 62,4 des prescriptions. Donc en synthèse, dans les Hauts-de-France, un résident sur 50 présente en EHPAD une infection associée aux soins. Au niveau national, on est à 1 sur 43. Un résident sur 34 reçoit un traitement antibiotique systémique dans les Hauts-de-France. On est à peu près 1 sur 35 au niveau national, donc ce qui est équivalent. Les infections urinaires et cutanées représentent les 2 premiers sites infectieux, les 2 premiers sites de prévalence, dans lesquels on retrouve des infections. Si on compare 2016 et 2024, on a une certaine stabilité de la prévalence des infections associées aux soins. Et par contre, la prévalence des résidents qui sont traités par antibiotiques augmente légèrement au niveau national et au niveau régional. Donc, pas d'augmentation significative au niveau national des infections associées aux soins, avec une légère diminution régionale. Il faudrait, comme axe d'amélioration, améliorer la documentation microbiologique des infections. Il y a moins de la moitié des infections associées aux soins qui sont documentées. Évaluer la pertinence des traitements prophylactiques et notamment la durée de prescription, puisqu'on a 62,4 des traitements par antibiothérapie prophylactique qui sont prescrits pour plus de 7 jours. Il faudrait réduire la durée des traitements curatifs. On a un tiers des traitements curatifs qui sont prescrits sur des durées de plus de 7 jours. Et il faudrait réévaluer un peu plus systématiquement les traitements curatifs dans les 3 jours, puisque près de la moitié des prescriptions ne font pas l'objet d'une réévaluation. Et pourtant, on a retrouvé quand même une proportion de structures avec une procédure de réévaluation de l'antibiothérapie qui était quand même pas trop mauvaise. Et du coup, on ne comprend pas très bien pourquoi on a de si mauvais résultats en termes de réévaluation de traitement. Je vous ai remis du coup, les principaux, résultats nationaux qui sont parus sur le site de Santé publique France.
sachant que le rapport complet et définitif est attendu pour la fin de l'année. Les enquêtes nationales de prévalence, c'est quelque chose qui, en termes d'analyse, prennent quand même beaucoup de temps et donc les résultats sont souvent restitués longtemps après la réalisation de l'enquête, ce qui peut être un peu frustrant lorsqu'on veut faire un retour au niveau des EHPAD qui ont participé. C'est pour cette raison-là qu'on a fait ce webinaire-là pour vous rendre au moins les résultats préliminaires. Je vous ai remis le lien pour les résultats de PrèvEHPAD de 2016, sachant que vous avez les résultats nationaux et vous avez une partie des résultats qui sont détaillés par région, dont notre région du coup. Je vous ai remis le lien pour le webinaire national de restitution des résultats qui a été fait il n'y a pas longtemps par Comdagno. Et je vous ai remis du coup le lien de notre site internet sur lequel on mettra du coup le replay de ce webinaire, le support si jamais ça peut vous servir et l'infographie du coup qui est complétée pour notre région. Là du coup c'est pas pour l'instant le document n'a pas encore été validé au niveau de l'équipe, donc ce sera bientôt en ligne, mais vous aurez accès en fait à une infographie où vous aurez à chaque fois les infections associées aux soins avec le détail, les prescriptions des antibiotiques et de manière très synthétique et visuelle. Et on mettra aussi un rapport des résultats régionaux très détaillé. Là, je vous ai vraiment fait que la synthèse, mais vous aurez bien l'évolution 2016-2024 lorsqu'on a les données, et vous aurez la comparaison entre le national et le régional de 2024. Je tenais à remercier du coup toutes les équipes opérationnelles d'hygiène et toutes les équipes mobiles d'hygiène qui ont participé à la réalisation de l'enquête. On sait que c'est quelque chose qui est quand même assez chronophage. On remercie également le Santé publique France et le groupe de travail et la mission Primo parce que ça permet quand même d'avoir un certain visuel sur ce qui se passe dans ces structures, même si évidemment une enquête de prévalence étant réalisée un seul jour donné, ça reste quand même perfectible, mais les études d'incidence sont encore plus compliquées dans ces structures, puisqu'en plus, vous l'avez vu, on a quand même énormément d'infections qui sont encore non documentées. Donc voilà, c'est quand même quelque chose qui est très intéressant à avoir en termes de suivi. Et je vous remets du coup notre adresse mail et nos coordonnées téléphoniques si vous avez encore des questions. Sachez qu'on a ouvert une page aussi sur LinkedIn où on met pas mal d'informations, notamment d'actualité, ce qui reprend un petit peu ce qu'on a du coup sur notre site. Donc voilà, je ne sais pas si vous avez des questions ou si jamais vous avez des choses qui vous interpellent un petit peu au niveau de ces résultats. Je n'ai pas vu de questions. Donc Manon, j'avais notifié dans le chat que les questions pouvaient être posées par ce biais. Pour l'instant, tu n'as que des remerciements, pas de questions spécifiques. Tant mieux. C'était vraiment très synthétique. Vous aurez davantage de données au niveau du rapport. L'idée, c'était vraiment de vous donner les grands axes et que vous puissiez avoir de quoi vous comparer par rapport au niveau national, quoi. Donc, tout sera disponible sur notre site internet si jamais vous voulez retrouver les éléments. Si vous avez des questions qui vous reviennent du coup à l'issue du webinaire, n'hésitez pas à nous envoyer un mail ou à nous appeler. On répondra avec grand plaisir. Donc, s'il n'y a pas de questions, je vous libère et je vous souhaite bon courage sous cette chaleur très agréable en ce moment dans la région. Merci beaucoup d'avoir participé à ce webinaire. Bonne journée. Ah, Caro. Est-ce qu'on peut lui donner le micro? Normalement, tu peux activer ton micro, Caro. Je ne sais pas si elle avait une question ou j'ai cru voir qu'elle levait la main. Oui, nous, on ne peut pas réactiver les micros et dans la conversation. Elle peut activer son micro désormais, mais... Ouais. Caro, tu avais une question?
Peut-être pas accès au micro. Sinon, de la poser dans la conversation et on retranscrira. Peut-être pas, c'était peut-être pas un levage de main fait exprès. Ouais, c'était peut-être un... C'est possible. Ok. Bien. En tout cas, si vous avez des questions, encore une fois, n'hésitez pas à nous envoyer un mail et puis on communiquera, on vous fera suivre l'information lorsque tous ces documents-là seront à disposition sur notre site. Voilà, je vous souhaite à Juste, tous une... Ouais, attends. Du dis-moi. coup, si jamais Caroline est en train d'essayer de se connecter, j'avais juste une question sur le nombre de frictions hydroalcooliques. Est-ce que tu as des pistes pour expliquer le delta qui existe entre ce qui a été récupéré par Primo en 2023 et ce qu'on a là dans l'enquête? Mais parce qu'en fait, au niveau de Primo, alors j'ai plus trop la méthodologie en tête, mais là, en fait, c'est un petit peu à l'instar de ce qu'on récupère au niveau des indicateurs via les EMH. C'est-à-dire que l'EHPAD remplit au niveau du questionnaire la consommation totale et leur journée d'hospitalisation et d'accueil. Sauf qu'en fonction de la personne du coup qui te complète le questionnaire, tu peux avoir des fois un delta selon qui remplit. Après, je sais pas, il faudrait qu'on interroge en fait au niveau des équipes mobiles d'hygiène s'il y a beaucoup de personnes qui ont accompagné en fait l'ENP parmi les filles, parce que techniquement, on devrait peut-être pas retomber sur les mêmes choses que sur Primo, qui étaient en plus les données du coup de 2023, mais on devrait retomber sur nos indicateurs qu'on suit dans le cadre des EMH, par contre. Parce que de mémoire, dans les indicateurs EMH, on est aussi bien en dessous de ça, il me semble. Ouais. Donc je sais pas, je saurais pas te l'expliquer. Pour le coup, l'échantillonnage est plus rigoureux à l'échelle de l'EMP par rapport aux EMH, voire à Primo. Un peu moins pour Primo, il y a un peu plus de biais. Après, c'est difficile d'avoir une réponse là comme ça, effectivement, à cette interrogation. Il faudrait qu'on pose la J'avoue que ça question m'a à Com. interpellé également quand j'ai vu le chiffre. Il faudrait qu'on pose la question à Com Dagneau, il a Ouais. peut-être une idée. Mais là, comme ça, je vois pas. Alors, il y a une autre question dans le chat qui nous vient de Christelle Baroun qui demande s'il y a possibilité de personnaliser l'infographie qui va être mise à disposition. En rajoutant, je pense, les chiffres de l'établissement en plus. Alors, c'est Pierre, je vais te laisser répondre puisque c'est toi qui a vraiment manié l'outil. C'était facile à faire? En soi, oui. C'est plutôt, je ne sais pas si on peut mettre à disposition du matériel modifiable, mais après, c'est pas à moi d'en décider, j'ai envie de dire, quoi. Oui, je pense C'est ce que je veux dire, quoi. l'idée avait été partagée pour qu'on puisse l'adapter à la région, mais personnellement, je vois pas d'inconvénient à ce qu'on puisse le laisser en format modifiable si ça vous permet de faire des infographies, vous, à l'échelle de l'établissement, si vous voulez comparer votre établissement aux données régionales. Par contre, je suis pas sûre que ce soit hyper efficient dans le sens où vous allez pas, enfin nous au niveau de l'infographie, alors je vais peut-être le remontrer en plus zoomé, mais Je peux, moi, elle est là. Ah vas-y Pierre, je veux bien s'il te plaît. Parce qu'en fait, au niveau de l'infographie, vous n'avez pas forcément de... tu me dis si je me trompe Pierre, mais il n'y a pas vraiment de comparaison région nationale. C'est nos résultats Il y en a quelques-unes. Oui, c'est pas ça. mise partout parce que ça aurait alourdi. Attendez. En tout cas, on peut vous le laisser en modifiable. C'est possible. Vous voyez si ça peut vous servir, mais je ne sais pas si ça va être le plus efficace pour vous en tout cas. Alors, il y a Madame Baroun qui est encore en train d'écrire, peut-être pour une précision. En fait, il y a les données régionales. On peut mettre les régionales en haut, là, en gris, et après les données de l'EHPAD. Mais sachant que votre échantillon va être normalement tout petit. D'ailleurs, statistiquement, c'est effectivement pour moi peu pertinent d'accoler les données établissements. En fait, tout dépend du nombre de résidents qui ont été inclus dans l'enquête.
Parce que si jamais vous souhaitez présenter les résultats en parallèle, il faut que vous ayez un nombre de résidents participants au niveau de la structure qui soit suffisant. Si vous avez que 3 résidents dans la structure, statistiquement parlant, Voilà. ce sera pas forcément comparable, quoi. Donc c'est pour ça, je pense que l'infographie à modifier, pourquoi pas. Le mettre à titre d'info, dans une partie à part, pourquoi pas, mais pour moi, ce sera peut-être pas Mmh. le plus efficient, quoi. C'est ça. Merci Pierre, pour le partage. J'arrête. Bon, moi, je crois Voilà. que attends, il y a à nouveau, Ah. De rien. juste pour dire merci. Voilà, c'est parfait. Merci beaucoup. Je vous souhaite à tous une bonne journée et puis, bon courage et bonnes vacances à ceux qui sont, bientôt partis.